Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pêle-mêle, le podcast de la filière matérielle. Avant une pause estivale, nous allons revenir sur les derniers événements qui ont agité le secteur. Au sommaire de ce 4e épisode, le financement des infrastructures à l'heure de l'élaboration du budget 2026 et la remise du rapport Ambition France Transport. Nous évoquerons les engins les plus marquants que la rédaction a pu croiser pendant ces reportages, dont un booter D11 Next Gen de Caterpillar. Au programme également les dernières actualités de la filière avec la clarification de l'Oxam sur sa stratégie environnementale et le retrait de Volvo CE de la marque chinoise SDLG. Alors, attachez vos ceintures, calez-vous dans vos sièges et allumez les moteurs. C'est l'heure du chantier. Chantier de France présente Pêle-mêle, le podcast de la filière matériel de TP, animé par Jean-Noël Onfield et Mathieu Dejeu. Alors, il y a un sujet, Jean-Noël, qui agite en ce moment la presse généraliste, c'est l'élaboration de la loi de finances 2026. Donc, bien sûr, avec toute une série de sujets variés, et notamment celle des infrastructures. Jean-Noël, aujourd'hui, quelle est la place des infrastructures dans ce projet de loi ? Alors, le sujet intéresse la presse généraliste, la presse économique, mais également la presse spécialisée. Nos marchés sont conditionnés par les investissements des collectivités locales. Ces investissements signifient des travaux, ces travaux signifient du matériel, donc on est également complètement concerné. Alors ce n'est pas une surprise, François Bayrou a confirmé un durcissement du plan d'économie. On est actuellement sur une hypothèse de 5,3 milliards d'euros pour l'année prochaine. À ce niveau-là, l'effort est à comparer à celui de 2,2 milliards demandés cette année aux collectivités locales. Donc on voit que ça se resserre, durcit. Ouais. Tout à fait. Donc ce qui est intéressant de mettre en perspective, c'est que à ce niveau-là, c'est quand même 13% de l'effort national qui est porté par les collectivités locales, elles-mêmes ne portant que moins de 10% de l'endettement. Donc on voit bien que c'est un petit peu facile de serrer tout de suite la vis à ces collectivités locales. C'est d'autant plus dommageable, on sait que c'est porteur d'emploi, c'est porteur de création de valeur sur le terrain. Donc il va y avoir forcément des arbitrages et forcément des négociations à tous les niveaux, puisque dans l'état actuel des choses, ni les collectivités locales, villes, communes, départements et régions ne sont d'accord sur cet effort-là qui leur revient. Donc c'est à suivre. C'est d'autant plus paradoxal que, en même temps, quasiment, on voit qu'à la faveur de la remise du projet Ambition France Transport, le gouvernement s'est montré assez ambitieux. Ouais, remets-nous un petit peu dans le contexte de ce rapport qui a été remis. Alors, ce rapport a été confié à Dominique Bussereau, ancien ministre des Transports, par l'actuel ministre des Transports, Philippe Tabarot. Et donc, c'était pour éclairer un petit peu les décisions que pourrait prendre le gouvernement dans le domaine des infrastructures. On arrive là à un moment clé où des réformes s'imposent. Et par rapport à ce qui a été remis au ministre, on voit que 4 axes, on va dire, principaux se dégagent. On partirait sur une nouvelle programmation pluriannuelle des investissements. On ne ferait pas du coup par coup, mais on compenserait l'investissement dans la durée. On donnerait la priorité à la régénération des infrastructures existantes. C'est bien, parce que c'est le besoin. On ouvrirait la participation aux usagers, ce qui permettrait de ne pas avoir d'augmentation de tarifs. Tout à fait, ouais. Et enfin, on irait vers la mobilisation de financements privés, puisqu'on voit bien que du côté public, il n'y a plus rien à espérer. Donc c'est un petit peu contradictoire. D'un côté, l'État qui serre la vis, mais un ministre qui y croit et qui présente une feuille de route assez ambitieuse. C'est ambitieuse, tout à fait. Et ce rapport, il a été rédigé par des experts du secteur. Alors comme d'habitude, oui, beaucoup d'experts, après avoir interrogé évidemment toutes les fédérations, les organisations dignes de ce nom et qui ont un avis sur la question. Le consensus est assez établi. Il faut changer le modèle. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. On est devant déjà un mur d'investissement. Et si on s'entête à poursuivre et à reproduire ce qui a été fait jusque-là, on n'apportera aucune solution et on aggravera la situation. Ouais, donc il y a une sorte de dichotomie. On sait qu'on doit... qui est un peu celle qu'on a depuis 20 ans. On sait qu'il faut qu'on investisse dans ces infrastructures, mais c'est jamais le bon moment et c'est jamais
c'est jamais la bonne. On n'a jamais le bon modèle. Et donc là, ce que préconise ce rapport, c'est de repenser un nouveau modèle, une nouvelle approche économique de ces infrastructures finalement. Complètement. Et là, le calendrier est assez favorable puisqu'on approche notamment de la fin des concessions autoroutières, oui, tout à fait, ouais. Les premières concessions. Donc, il va falloir mettre à plat aussi ce système. Et donc, on voit bien que là, pour une fois, les planètes sont alignées. On a des enjeux, on a un calendrier qui est favorable. Donc, il faut pouvoir aboutir et sortir par le haut de cette situation en proposant une nouvelle méthode de financement des infrastructures. Est-ce que la Fédération nationale des travaux publics, qui est le principal syndicat du secteur, a réagi à ces différentes... d'un côté au budget, d'un côté à ce rapport ? Comme d'habitude, la FNTP n'a pas traîné pour réagir. Alors effectivement, d'un côté, elle salue la volonté de maîtriser la dépense publique, et elle entend contribuer autant qu'elle peut à cet effort national. Mais d'un autre côté, elle rappelle quand même que pour les métiers des travaux publics, l'investissement local, c'est 70% de sa commande. Donc on ne peut pas couper de manière aussi forte dans cette dépense. On sait très bien, je l'ai dit, que ce sont des investissements qui sont locaux, à l'échelle d'une agence de travaux, à l'échelle d'une ville. C'est de la valeur ajoutée créée sur place. Et beaucoup de communes ne peuvent pas non plus faire l'impasse sur des investissements basiques pour maintenir, ne serait-ce que maintenir leur patrimoine. Non, tout à fait. Donc ça va être un sujet à suivre et Chantier de France va continuer à le suivre durant les prochains mois. Mais voilà, il y a sans doute de beaux débats qui s'annoncent au sein des institutions autour de cette question des infrastructures. Tout à fait. Et si on se projette un petit peu plus, c'est que à terme, ce sont des fractures territoriales qu'on va voir. Oui, tout à fait, entre les grandes métropoles qui auront les moyens de complètement, les maintenir grandes métropoles, les grandes régions ouais. Et les départements qui ont les capacités à investir et celles qui ne peuvent pas et qui vont devenir des déserts qui sont déjà en train de devenir petit à petit. Donc c'est le risque d'une France à deux vitesses qui se profile, qui s'installe déjà et qui reste encore d'accélérer. Si on n'agit pas rapidement. Tout à fait. D'ailleurs, un des très grands chantiers des années à venir, c'est les nouvelles centrales nucléaires qui sont en cours les chantiers préparatoires commencent à... les entreprises commencent à s'équiper pour ces nouveaux chantiers qui s'annoncent colossaux. Et notamment, tu es donc allé fin juin à Moissy-Cramayel dans les ateliers de Bergerac-Monailleur pour la livraison d'un booter Next-Gen D11 de Caterpillar à Eiffage Génie Civil en préparation d'un chantier de réacteur nucléaire. Complètement. Donc, on voit bien grand projet matériel de production. C'est à l'heure actuelle ce qui tire encore la filière en France. Le matériel compact est à la peine. Le matériel de production sur des projets comme Panly, deuxième phase, forcément est un petit peu préservé. Donc c'est une commande exceptionnelle. C'est le premier modèle nouvelle génération opérationnel en France. Et il a été sélectionné par la direction matérielle d'Eiffage sur un cahier des charges très très précis par rapport à un chantier complexe, d'envergure et encadré par un calendrier très strict. Donc ça a été mûrement réfléchi. Différentes options ont été évoquées avant de se décider pour cette machine. Mais au final, c'est le meilleur choix au regard du cahier des charges que le terrassier doit satisfaire, les volumes, les conditions de travail et l'environnement, puisqu'il y a déjà des tranches de centrales nucléaires opérationnelles. Donc forcément, par exemple, on ne peut pas utiliser l'explosif pour venir à bout de la craie. Oui, tout à fait. Ça provoquait trop de vibrations pour les infrastructures qui sont autour. C'est grand comment un booter D11 Next-Gen ? C'est une belle bête, 115 tonnes. 115 tonnes, d'accord. 115 tonnes, donc c'est assez impressionnant. Pour te situer les choses, tu montes dans la cabine, tu es à peu près au 2e étage d'un immeuble. Tu ne vois pas beaucoup devant toi. Tu as une lame, c'est la lame standard qui fait 35 mètres cubes de capacité. Et côté puissance, je vais te donner quelques chiffres. On est à 777 kW, soit plus de 1000 chevaux. On développe au Reaper 750 kN. Donc c'est une machine de production, clairement.
Et du coup, ça vaut combien environ est-ce que tu as une vague idée de ce que ça peut coûter une machine comme ça pour Quand bien même j'en avais une, je ne pourrais pas la dire. Ouais. Ça coûte. Ça coûte. C'est un investissement. Ouais, c'est un investissement, c'est un matériel de production. En face, tu as quand même près de 3 millions de mètres cubes à terrasser. Donc, on ne parle pas tellement de prix, on parle surtout de productivité, on parle de coût d'exploitation, de fiabilité. Et donc, sur des critères comme ça, le choix s'est naturellement porté sur ce matériel iconique qui n'a quasiment pas de concurrent sur le marché mondial. C'est le sommet de la gamme Caterpillar. Ce sont des machines qui sont éprouvées depuis de longues années et qui ont bénéficié, avec le programme NextGen, d'améliorations très substantielles. Donc ce sont vraiment des machines de production. Et il sera déjà opérationnel là où c'était juste une présentation publique Alors, il est repassé par l'atelier de Moissy-Cramayel pour la préparation et les finitions. Il a été transféré de Moissy à Panly et il attaque ses premiers mètres cubes. Absolument, oui, parce qu'il n'y a pas de journée à perdre. Le plus tôt sera le mieux et surtout, ça permettra de le tester dans différentes configurations. Il va très majoritairement travailler au Reaper, mais de temps en temps, il sera également dédié au refoulement. Donc, ils vont tester différentes configurations de travail, faire les derniers réglages pour être complètement opérationnel dès cet été. Est-ce que tu penses qu'on en verra d'autres dans les prochains mois ? Tu disais que justement, le gros matériel risque de porter un petit peu le secteur de la filière dans les prochaines années, ou tout du moins dans les 2-3 années à venir. Qu'en penses-tu ? Ce seront effectivement des marchés plutôt de gros matériel. D'autres D11, pourquoi pas, on verra ce qui est décidé pour le canal Seine-Nord Europe. Mais dans l'absolu, sur ce qui est annoncé en grand projet, le D11, c'est vraiment un matériel hors catégorie. Là, il a trouvé sa place et sa justification. Mais pour l'instant, je ne vois pas quelle configuration de chantier permettrait d'en acquérir un deuxième. Pas forcément chez FH, mais même chez les autres terrassiers. Très bien. Et donc, c'est vrai qu'au niveau matériel de production, moi, je suis allé du côté de Bellegarde-en-Forêt. Alors, c'est au nord de Saint-Étienne. C'est vrai qu'aussi, au niveau du gros matériel, j'ai donc assisté au retour d'Hitachi, qui n'était pas forcément une marque qu'on voyait beaucoup dans les carrières. Là, il se trouve que avec l'impulsion de leur concessionnaire Terramat, qui s'occupe d'une bonne partie de l'est du pays, ils ont réussi à décrocher quelques belles livraisons là, dans les carrières, donc notamment une à Bellegarde-en-Forêt, donc avec les carrières de la Loire des Lages, qui possède une carrière qui produit environ 1,2 million de tonnes par an, donc, et qui avait besoin d'une nouvelle pelle. Ils avaient déjà une pelle Hitachi, une ZX 890-6, qu'ils avaient depuis 6 ans. Et finalement, Ludovic Shaw, le gérant, le responsable de cette carrière, après avoir un peu réfléchi, après avoir un peu passé en revue les différentes offres, c'est finalement fait une déclaration d'amour pour dire à Hitachi. Hitachi remplace une Hitachi. Oui, remplace. Donc il a repris une Hitachi en disant que c'était le meilleur rapport qualité-prix, consommation, qualité qu'il pouvait avoir après avoir demander des devis à un certain nombre de marques concurrentes. Et donc, il s'est retrouvé. Et donc, la ZX 897 que j'ai pu aller voir et dont on peut retrouver le reportage dans Chantier de France qui devrait sortir fin juillet, est entrée en activité depuis mai. Tu parlais de Terramat, c'est le service qui a été déterminant dans je pense, le choix d'exploitant. Alors ça, c'était pas dit, mais c'est vrai qu'il repart avec un contrat full service pour l'ensemble, pour les 5 années à venir, avec une 6e année en option. La précédente avait déjà fait 6 ans sans avarie majeure, et je pense que oui, Terramat, ils ont quelques pelles Hitachi, alors ils ont aussi du Caterpillar pour les tombereaux, mais ils ont quand même... Et du Liebherr pour les chargeuses. Ouais, c'est ça, Liebherr pour les chargeuses. Ouais, tu vois, ils segmentent bien. Oui. Ils vont chercher le produit qui leur convient. Dans chaque marque. Ouais, c'est ça, le meilleur du produit. Et là, à première vue, pour les pelles, c'était celle-là qui leur convenait en production. Donc oui, j'ai oublié de préciser qu'elle serait en front de taille et qu'elle vient charger. Donc ils font environ un tir par semaine. Elle charge des articulés ou des rigides ? Des rigides, parce qu'ils ont des belles pistes. Ouais, ils ont des belles pistes bien aménagées sur cette carrière, et donc c'est le...
Et à première vue, de ce que me disait l'opérateur, c'était surtout le confort de la cabine qui change beaucoup par rapport à la précédente. Alors, il y a aussi l'hydraulique qui a été un peu revue et qui vient ajouter un peu de productivité. Petite particularité intéressante, ils ont vraiment retravaillé cette fin. Carrière de la Loire de l'Age a vraiment prêté beaucoup d'attention au godet. Donc là, on avait un godet de compétition, 5,3 mètres cubes, complètement équipé, caréné, et ils sont très amateurs. Alors, c'est un godet constructeur ou ils sont allés chercher? Ouais, tout à fait. Ils sont allés chercher pas constructeur, excuse-moi. Non, justement, ils sont allés chercher chez une filiale du groupe Ardennes, un godet sur mesure. Alors, ils en avaient déjà deux, déjà pour la précédente, qu'ils ont repris. Mais là, ils en ont pris un nouveau. Ils en ont fait fabriquer un nouveau, alors avec des particularités. Ils voulaient pas trop de profondeur pour éviter que ça s'abîme trop. Voilà, il y a toute une série. Voilà, ils l'ont vraiment pensé, théorisé. Voilà, sur mesure. Ils voulaient vraiment quelque chose de bien particulier. Tu as la capacité en tête? 5,3. 5,3 mètres cubes. Donc ça fait du beau godet. Et sur un équipement flèche balancier qui a été personnalisé aussi, alors pas personnalisé, c'est du standard, mais il faut savoir qu'Hitachi, dans cette configuration, si mes souvenirs sont bons, propose 5 configurations différentes. Et là, il me semble que la flèche a été un peu renforcée. Je crois qu'ils ont pris vraiment la plus longue parce qu'en général, ce qu'ils font, ils se mettent sur une sorte de plateforme. La pelle fabrique une sorte de plateforme de 4 mètres de haut sur laquelle elle monte pour ensuite être à la bonne hauteur pour charger tout à fait, pour pouvoir charger les tombereaux. Et voilà, donc petite anecdote, ils sont très amateurs des dents combi. Après, ça a été très important. C'est une roche très abrasive. Ouais, tout à fait. Ils ont dû tester pas mal de choses. C'est assez fatigant pour les dents. Et ils sont très amateurs de ces dents combi. Ludwig Schoen nous l'a bien dit. C'était ces dents-là qui fonctionnaient le mieux et qui trouvaient les plus simples à changer. Donc, il en a mis partout dans tout son parc de matériel. D'accord. Il est assez pointu sur les spécifications de ces matériels. Est-ce qu'il a opté pour des options, voire des modifications? Je pense pas. Là, c'est finalement un modèle assez standard. Alors après, faut voir que sa fonction est pas non plus est quand même assez simple. Ça reste à charger. Elle bouge pas normalement. Elle reste à charger les tombereaux. C'est peut-être aussi ce qui a guidé son arbitrage sur les prix et sur les configurations qu'il a choisies. Et voilà. Et de ton côté, je crois que tu es allé voir une machine pas ordinaire qui, là encore, on évoquait le D11 et une pelle Hitachi qui revient dans les grands tonnages. Toi, tu es allé voir quelque chose qui n'est pas encore sorti, qui est carrément en avant-première. En avant-première et en exclusivité. Carrément. Le reportage étant à retrouver dans le numéro de Chantier de France. Oui, tout à fait, avec l'Hitachi. Le même, juillet. Donc effectivement, j'ai eu la possibilité de découvrir une pelle de 15 tonnes sur chenille, 100% électrique. C'est une pelle qui existe au Japon, mais qui n'est pas encore disponible en France et en Europe. Donc l'idée, c'est d'évaluer un petit peu le marché et de voir dans quelle configuration de travail elle peut trouver sa place. C'est l'histoire, c'est typique TP. On discute, la filière matérielle discute, et pour un chantier au cœur de Paris, chantier de fondation spéciale confié à Soletanche-Bachy, il y avait la nécessité de n'avoir que des matériels électriques. C'était contractuel, tous les matériels sur le chantier devaient être électriques. Soletanche-Bachy, intervenant en reprise de fondation en sous-œuvre, devait se plier à la règle. Pour alimenter une centrale à coulis, il fallait donc une pelle. Au départ, initialement, l'entreprise s'était basée sur une 8 tonnes électrique, mais ce choix-là s'est avéré impossible, notamment parce que la pelle ne pouvait pas charger la centrale, ce qui est quand même un petit peu ennuyant, charger en sablon. Ouais, donc ça ralentissait tout le chantier. Ça rendait la production. Oui, et ça rendait impossible le chantier. Donc, il s'est avéré qu'à la faveur des très bons contacts que CFE, le loueur, a avec la direction achat du groupe Vinci, Soletanche a eu connaissance de cette machine. Avec le concours de Komatsu France, le relais de CFE, elle a été mise à disposition du chantier, et c'est comme ça qu'on a pu faire le reportage. Ok. Et donc la production, est-ce que les résultats ont été bons? Parce que là, on arrive quand même sur une machine qui, tu l'as dit, qui existe au Japon, mais qu'on n'a jamais vue en Europe. Complètement. Alors déjà, la fiche technique de la machine est intéressante, puisqu'on est quand même sur une machine de plus de 15 tonnes.
Ouais, ça commence à Donc, monter pour une machine électrique. À part Volvo, absolument. personne d'autre n'a. Absolument. Si je me trompe pas, personne d'autre n'a sorti une Avec, pelle électrique aussi lourde. Une puissance moteur électrique de 97 kW. Donc ça situe quand même la machine. Et une capacité de batterie qui dépasse les 250 kWh. Donc c'est bien dimensionné. Et c'est par rapport à la tâche qui lui est incombée, parfaitement dimensionné. On a en plus la possibilité de la recharger avec un chargeur Komatsu. Pas de problème d'électricité dans Paris. Oui, voilà, c'était pas une contrainte. C'était absolument pas une contrainte. La seule contrainte qui posait un problème à l'exploitant, c'est tenir la production. Puisque dans un chantier comme ça, on produit en continu. Et dès lors qu'on arrête de fabriquer le coulis et les mortiers, le chantier s'arrête. Donc il faut être sûr que la pelle va être opérationnelle tout au long de la journée et qu'elle va pouvoir alimenter la centrale. Ça s'est très bien passé. L'exploitant est satisfait. L'opérateur, comme d'habitude, a bénéficié de l'absence de bruit, de vibration et d'une machine qui, au final, après quelques réglages, se pilote comme une machine traditionnelle. Donc, bilan très positif, ce qui montre bien que quand le donneur d'ordre impose une solution électrique, eh bien, les constructeurs et les entreprises sont obligés de trouver des solutions. Oui, sont obligés, tout à fait. Donc, dès qu'il y a une volonté publique sur cette question-là, les choses bougent. D'ailleurs, c'était un donneur d'ordre public ou privé, du coup C'est un donneur d'ordre privé. Ah oui, donc autant pour moi. Donc, c'est privé. Un donneur d'ordre privé. Non. Et puis, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que forcément, le modèle économique reste à affiner. Bien sûr. Mais le rôle du loueur est majeur, parce que, voire déterminant, puisque je suis convaincu que la mise sur le marché de ces solutions électriques dans cette catégorie de machines passera par les loueurs. Quelques entreprises pourront faire l'acquisition de ces machines-là, mais la location est vraiment très, très propice à la mise en œuvre de ces machines-là sur le marché. Donc, je pense que c'est pour les loueurs, et CFE l'a bien compris, une opportunité de proposer une offre différenciante et qui répond, dans un certain cas de chantier, à un besoin. Donc, tout le monde s'y retrouve. Et pour Komatsu, ça confirme bien ce positionnement technologique et des technologies éprouvées au Japon qui arrivent progressivement en France et en Europe. Tu penses qu'on la verra bientôt, cette Komatsu ou... Je pense que j'ai vu la première, mais c'est pas la dernière. Tu penses que... en travaux urbains, elle est parfaitement configurée. C'est une machine très compacte, puissante, qui a l'autonomie suffisante et qui se recharge sans aucune difficulté en ville. Donc, dès lors que tu as un branchement, ça fait l'affaire. Ouais, je vous suggère d'aller voir les photos sur notre numéro, parce qu'elle est quand même calée au millimètre près dans le chantier. Il n'y a plus de place pour autre chose. Hein. D'où l'intérêt aussi du gabarit. Ouais, du gabarit très particulier, zéro déport, et donc un équipement flèche balancée parfaitement configuré, ce qui permet quand même d'accéder à la trémie de l'usine, de la centrale de coulis, et d'avoir aussi l'équipement qui va bien pour pouvoir charger et alimenter en sablon. À propos de loueurs, toi, tu es allé récemment aux journées RSE de l'Oxam. Alors, ça devient un rendez-vous quasiment institutionnalisé. Quel était le thème cette année ? Alors, le thème, Ion, c'était avant tout, il y avait deux grands thèmes, on va dire. Il y avait la réflexion autour de l'économie de l'usage, donc finalement qui est un thème qui revient souvent, de savoir comment l'usage peut être propice à l'écologie et au respect de l'environnement. Il y avait le second terme qui était celui un peu que tu as évoqué, qui était autour de la réflexion que est-ce que les loueurs doivent être moteurs dans cette proposition de matériel alternatif et de nouvelles motorisations. L'Oxam étant l'un des pionniers tout à fait, dans cette direction-là, c'est d'autant plus intéressant qu'ils abordent le sujet. Est-ce que ça veut dire qu'ils revoient un petit peu leurs ambitions, ou en tout cas leur stratégie ? Oui, tout à fait. Ça, c'était le grand
va dire, peut-être le point le plus intéressant de ces rencontres, le point le plus central, c'était l'allocution de... Alors peut-être remettre un petit peu, ces rencontres RSE, elles sont aussi là pour faire passer des messages, on va pas se... Tout à fait, parce que l'Oxam rassemble l'ensemble de ses clients et l'ensemble de des donneurs d'ordre qui sont tout autour, des partenaires, de leurs partenaires, qui sont constructeurs aussi, puisqu'il y avait des petites expositions, comme à chaque fois, il y a quelques expositions de matériel un peu... qui correspondent. Il y avait une nacelle holotte bien équipée en matériel de sécurité. Il y avait une pelle Volvo électrique. Enfin, voilà. Il y a toujours une petite exposition de matériel qui correspond. Il y avait encore quelques exposants de packs d'énergie. Pack énergie, je ne me souviens plus. Alors peut-être, je ne vais pas dire de bêtises, mais j'ai des souvenirs surtout de la nacelle holotte et de la pelle Volvo. Mais voilà, il y a cette volonté de... Il y avait aussi des pièces de rechange pour montrer qu'on pouvait prolonger la vie de la machine et avoir cette politique de remise à neuf. Voilà, donc, mais peut-être le grand point de la soirée, ça a été quand même l'allocution de Gérard Després, donc le PDG de l'Oxam, en introduction de ces rencontres RSE, où il y a eu le constat, peut-être à regret, que l'écologie était un peu passée, l'environnement était un peu passé au second plan des politiques, contrairement peut-être il y a 5 ans après le Covid. Que ça soit aux États-Unis, aux États-Unis on comprend la situation, mais aussi en Europe et même en France, où pourtant nous restons quand même un pays qui encourage et qui est quand même assez volontariste sur la question par rapport à d'autres. Mais on sent que voilà, la roue a le vent a un peu tourné et que même voilà, par exemple les zones à faible émission qui ont été repoussées, annulées, voilà, c'est un exemple parmi d'autres de toute une série de mesures qui tendent à ralentir cette transition écologique. Pour autant, l'Oxam ne renonce pas. Non, tout à fait. Il y avait ce point de se dire, finalement, c'est un peu un retour à la réalité par rapport à des mesures qui étaient peut-être un peu trop utopistes, le mot est peut-être un peu fort, mais ambitieuses. Voilà, peut-être ambitieuses et tout du moins peut-être trop rapides par rapport à ce que le marché pouvait donner ou pouvait accepter. Donc Gérard Després a dit finalement on va revoir un peu notre feuille de route, on va l'infléchir légèrement, mais on va quand même garder le cap, on va quand même essayer de continuer dans cette direction-là, et avec un petit regret aussi que finalement la location, puisqu'on parlait de l'économie de l'usage, la location n'est pas encore la priorité des pouvoirs publics, qui restent quand même très attachés à la propriété. Est-ce qu'il a présenté les conséquences sur son parc et ses investissements de cette nouvelle réalité? Non, pour l'instant, c'est peut-être une question qu'il faudra qu'on lui pose et qu'il faudra qu'on essaye dans les prochains mois d'éclaircir. On avait eu un petit élément de réponse avec Kiloutou qui avait un peu baissé leur portefeuille d'investissement ces derniers mois. Je crois que l'Oxam continuait quand même à investir, si je me souviens bien, des sources que tu avais eues. Et c'est surtout que, par exemple, ils avaient introduit la réforme de matériel pour opter pour le rétrofit électrique. Fait, ouais. Donc c'est là où on voit l'agilité du loueur, sa capacité de s'adapter et de ne pas courir qu'un lièvre à la fois, d'avoir une palette de solutions et de s'adapter effectivement. Alors ça, c'est une solution parmi d'autres, ça ne sera pas la panacée et ça ne concernera pas l'ensemble du parc, mais on voit bien qu'il y a cette volonté d'être le plus pertinent possible en essayant à chaque fois de trouver la bonne solution du rétrofit, évidemment du matériel neuf quand c'est possible, et puis peut-être en faisant aussi durer davantage, d'où l'intérêt de montrer tout le reconditionnement, des pièces, tout à fait, parce qu'on peut avoir d'autres leviers d'action pour décarboner un parc, tout à fait. Le faire durer, et donc toujours respecter les grands principes de l'économie circulaire. Donc c'est intéressant. Mais voilà, on n'a pas eu les grandes conséquences, mais c'est vrai que c'est des questions qu'il faudra qu'on suive dans les prochains mois. Et au niveau des partenaires, parce qu'il y a toujours un plateau de partenaires, est-ce que tu en as identifié de nouveaux à côté des fidèles qui accompagnent l'Oxam depuis de longues années? Non, pas vraiment. J'ai pas vu de marque chinoise, si c'est la question. J'ai pas vu Liu Gong ou débarquer avec une chargeuse électrique. C'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser. On voit de plus en plus dans les discussions revenir le nom de Liu Gong et de ces chargeuses électriques. Alors, sur le terrassement, mais tu vois, dans tout ce qui est élévation de personnes, tout à fait. Il y a déjà maintenant du matériel en provenance de Chine dans les parcs de location en France. Mais c'est vrai qu'on aurait pu se poser la question, mais là en l'occurrence non, on était sur des partenaires, des marques européennes et relativement haut de gamme.
Et donc, pour le peu, finalement, c'était un parc très réduit devant le Hangar Y à Meudon. Il n'y avait que quelques machines. C'était pas Je me souviens d'une expo à Longchamp où ils avaient été beaucoup plus ambitieux il y a 2022, je crois. Mais là, en l'occurrence, on sentait que c'était peut-être pas la priorité de ces rencontres et c'était peut-être une réunion un peu plus resserrée sur le format et sur les messages à faire passer. C'était peut-être un peu moins la fête, peut-être qu'on pourrait le dire. Au niveau des intervenants, outre M. Després, il y avait des institutionnels, il y avait des... Oui, tout à fait. Alors, il y avait des représentants, il y avait quasiment que des institutionnels. Oui. Il y avait soit des spécialistes de la question, soit des représentants de l'ADEME ou de différents syndicats d'acheteurs, notamment. Pas de représentants d'entreprises, notamment à travers leur direction matérielle. En l'occurrence, l'acheteur était un directeur des achats d'Eiffage, donc ça menait, mais il est plus intervenu en tant qu'acheteur. Non, il n'y avait pas une volonté de, comme on a pu le voir dans certaines réunions passées où on avait vu des Bouygues intervenir ou autre. Là, en l'occurrence, c'était pas le ton. Le ton, c'était vraiment une volonté d'analyse et plutôt syndicale, institutionnelle, et ADEME. Et de rappeler un petit peu les vertus de la location. Oui, il y avait vraiment ce poids-là de rappeler que l'économie de l'usage, c'était un moyen de porter déjà de réduire un certain nombre d'émissions et puis aussi peut-être d'expérimenter, comme tu le disais, de nouvelles machines et de nouveaux... Même si pour le loueur, ça pose un certain nombre de questions et ça pose un certain nombre de questions sur la manière de gérer son parc et de l'administrer. Mais voilà, il y avait cette volonté de rester finalement très analyste, en fait, on va dire. Il n'y avait pas trop d'exemples concrets. C'était une volonté d'être très... et d'aussi peut-être même de ne pas mettre l'Oxam en avant, finalement. De rester un petit peu à distance du débat, quoi. C'est la force du modèle. Oui, tout à fait. C'est leur volonté. Alors l'autre, là on va passer du côté des constructeurs, parce que la grande nouvelle, on va pas le dire puisque elle est tombée la semaine dernière, c'était le retrait de Volvo de sa marque chinoise SDLG. Effectivement, Volvo avait une participation à hauteur de 70% dans le capital de ce constructeur. C'est un signe fort, c'est étrangement, alors c'est peut-être la période qui a fait que, mais c'est passé un petit peu sous les radars. Pourtant, je pense que c'est quand même un signal important et c'est bien la preuve qu'on change de contexte de marché. Certains constructeurs changent de stratégie. La mondialisation de la filière telle qu'on l'avait extrapolée il y a quelques années, je pense que c'est fini. On va assister à une relocalisation des marchés. Et donc, qui dit relocalisation dit effectivement des mouvements de cet ordre-là. Donc, Volvo a vendu cette participation. Qui s'élevait à combien qui s'élevait donc, elle était à 70% du capital et ils en tirent à peu près 750 millions d'euros. Donc, c'est bien valorisé. Volvo reste sous sa marque sur le marché chinois. D'accord, sous la marque Volvo. Absolument, puisque l'idée originelle de cette participation, c'était d'avoir deux marques pour le marché chinois, l'une premium Volvo et l'autre locale pour pouvoir faire la compétition avec les acteurs locaux. Donc ça a fonctionné pendant un moment donné, mais là, force est de constater que c'était plus la stratégie idoine pour le contexte de marché aussi en Chine qui est assez secoué. Donc la décision a été prise. Volvo reste un constructeur premium avec sa marque et son réseau en Chine. Il se désengage de cette deuxième marque dont on avait longtemps attendu une arrivée sur d'autres marchés. Oui, c'est ça, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle arrive en Europe. Ouais, avec une offre duale, une premium et une low cost pour servir tous les clients. Mais bon, c'est pas dans les valeurs de Volvo. Oui, surtout donc, ces dernières années. Absolument, donc ça au moins c'est clair. Et ça montre bien que le marché chinois en tant que tel reste compliqué pour les acteurs étrangers. Par contre, l'écosystème, c'est là que ça se passe. Donc, il reste en Chine, notamment pour rester au contact de tout ce qui se fait dans l'électrification des matériels. Ils ne sont pas les seuls, puisque, par exemple, le groupe Faya a décidé d'avoir un bureau d'études en Chine sur l'électrification, au plus près de l'écosystème
électrique. C'est là-bas que ça se passe, c'est pas en Europe, c'est pas aux États-Unis. Donc c'est stratégique aussi. Être à proximité des acteurs, des innovations pour pouvoir en bénéficier, mais se désengager du marché chinois qui est compliqué, qui est trop difficile, compliqué et qui au final n'a pas tenu ses promesses pour l'ensemble des constructeurs. Donc c'est intéressant. Au-delà de ce mouvement de tout à fait. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça marque aussi une stratégie. C'est que historiquement, beaucoup de constructeurs se sont focalisés sur les volumes. Et donc là, on voit aussi qu'un virage sur la valeur, sur le service et sur peut-être davantage même de rentabilité, c'est pas stupide dans le contexte de marché actuel. C'est sûr, quand on a les Chinois en concurrent, la concurrence chinoise qui arrive fortement, c'est certain que se recentrer sur ces questions-là, c'est sans doute le meilleur argument que peuvent avoir ces entreprises-là. Je pense que tu vois que le passage d'un modèle de volume à un modèle de valeur, c'est déterminant pour les marques premium. Ouais, elles n'ont pas trop le choix là, dans ce contexte actuel. C'est peut-être leur salut. Certaines l'ont très bien anticipé. D'autres, je pense, sont en train de réaliser qu'il faut peut-être se réinventer et ne pas forcément courir au volume dans un marché qui est quand même assez chahuté, et donc peut-être préserver ses marges, ses capacités d'investissement et surtout à innover. Justement, tu penses que ces 750 millions, ils vont aller où Alors, il y a déjà une volonté de renforcer, d'intégrer la distribution, notamment en Europe, puisque là aussi, tu penses qu'on va avoir une relocalisation des c'est marchés. vrai que déjà, ils étaient en train de concentrer le nombre de... et l'Amérique du Nord, comme beaucoup, il n'y a pas de secret. Et donc, la volonté de Volvo, c'est de maîtriser la chaîne. Ils étaient déjà passés à un nombre de concessionnaires donc, très réduit. De l'usine aux distributeurs. Et donc, ça fait sens. Et puis, également dans le développement produit, mais aussi dans les usines, puisque cette stratégie-là s'accompagne aussi d'investissements dans les usines en Corée du Sud, en Europe et aux États-Unis. Donc, ça permet de consolider l'outil de production sur les marchés stratégiques à servir. Et c'est vrai que c'est un mouvement qu'on voit aussi chez d'autres constructeurs de venir renforcer leur usine ces dernières années. Complètement. Depuis 2020, on voit vraiment qu'il y a ce truc... Et de rapprocher la production des marchés. Oui, tout à fait. Et c'est marrant que tu évoquais là, la Chine qui devient un peu le cœur du marché de l'électrification. Notamment, là, on a la dernière nouvelle qu'on a eue, c'était Manitou qui a annoncé la création d'une co-entreprise avec une entreprise chinoise, Angsha, qui est un spécialiste du chariot élévateur, avec la volonté soit de créer de la distribution, alors ce qu'ils annoncent, fabrication et distribution avec un siège au Mans. Alors on va voir, fabrication, va voir. Est-ce qu'elles seront fabriquées en Europe? Tu peux répéter, donc un partenaire chinois pour l'électrification au Mans avec Manitou qui est en SNI. Oui, c'est ça. Écoute, on va voir. Mais c'est tombé là, voilà, c'est tombé il y a quelques jours, vendredi ou jeudi. Donc on va voir un petit peu comment ça se goupille. Mais voilà, c'est pour dire que on voit que la Chine a pris l'avantage sur ces questions de batterie et d'électrification, quoi. On voit une bascule vers le continent chinois, le continent. Vers la Chine. La technologie chinoise dans le domaine de l'électrification, effectivement, domine le marché. Il faut se l'avouer. Mais il n'y a pas que l'électrification. JCB, c'est une des grandes nouvelles. Moi, on l'avait vu. Moi, j'étais allé le voir, le moteur à hydrogène. Il y a quelques Absolument. années. Alors, parle-moi. Et on va pouvoir annoncer qu'il a été homologué. Mais alors, tu l'avais vu. Quelles étaient les ambitions et quelle est un petit peu la stratégie de JCB? Alors, ça remonte, c'était en 2021, 2022. Oui, fin le 2022, tout premier. Je crois. Fin 2022. Alors, l'ambition, c'était vraiment... je crois qu'ils pensaient plus à l'Inde que l'Europe. Il faut être honnête, à l'époque. Et d'ailleurs, les deux produits qu'ils avaient présentés à cette époque, il y avait un chariot télescopique et une chargeuse pelleteuse. Et même s'ils pensaient un peu... Alors, ils avaient des volontés. On sait qu'en Angleterre, ils ont monté des structures justement de livraison d'hydrogène. Ils ont ce tracteur à hydrogène qui peut venir apporter des citernes sur le chantier. Et c'était le dada du fils, non, de Lord Benford. Le dada, entre guillemets, mais c'était son entreprise. C'est en tout cas un de ses domaines d'expertise, puisque effectivement, il a pu approcher l'hydrogène de
près à travers la société qu'il gère et qui s'occupe des bus à Londres qui fonctionnent à l'hydrogène. Donc la maîtrise technologique il a et la le connaissance côté technique, très opérationnel de la technologie, il l'a. Le côté constructeur, c'est le groupe. Donc effectivement, ça matchait bien. Mais c'est l'un des constructeurs avec Hyundai, puisqu'on avait vu ensemble à la Bauma. C'est vrai que les Coréens ont cette volonté aussi d'aller dans ce domaine. Vraiment le résultat d'un développement Hyundai assez abouti. Donc, mais c'est pas quand même la majorité des constructeurs à l'heure actuelle qui investissent cette Alors peut-être cette préciser, filière il y a un point que je n'ai pas hydrogène. précisé, c'est un moteur thermique. C'est là où on a peut-être pas. Voilà. C'est pas un moteur à combustion, ce n'est pas une pile à combustible, qui sont deux C'est- technologies différentes. C'est la particularité de JCB qui a fait ce choix. Alors ils avaient aussi une pelle avec une pelle test avec une pile à combustible, mais qui est une technologie beaucoup plus coûteuse. C'est peut-être ça aussi que je disais, peut-être qu'il y avait l'Inde en tête aussi. Il y avait cette volonté d'avoir un moteur thermique disponible rapidement et qui puisse finalement qui ne rejette que de l'eau et donc qui va ou tout du moins peu de combustion. Oui, c'est de l'eau. Pour moi, c'est de l'eau et qui puisse être rapidement opérationnel, alors que la pile à combustible, on a encore assez peu de retours sur son fonctionnement. On avait vu l'exemple de Charrier comme technologie avec son tracteur qui avait un petit peu quelques difficultés. Oui, mais bon, c'est une technologie beaucoup plus complexe, à un autre coût. Et c'est là où on voit le côté très malin de JCB, c'est de faire des choses simple, de manière très pragmatique et de répondre potentiellement à des besoins de marché. C'est une solution, je pense effectivement à l'Inde, mais même en Angleterre. Et pour que de toute façon JCB s'y intéresse, c'est que derrière, il y a un business model à la clé, c'est sûr. Tout à fait. Et bien Jean-Noël, ça nous fait toute une série de sujets à suivre et d'actualités à continuer à rapporter dans le Chantier de France. Nous allons vous souhaiter de bonnes vacances. Et nous aussi d'ailleurs, on va prendre quelques-unes d'ici le mois d'août, moi aussi, pour le mois d'août. Le numéro de juillet devrait arriver dans les prochaines, de la semaine prochaine. Une très bonne lecture de ces numéros. Parce très bonne lecture. Tout ce qu'on a dit là, vous le retrouverez. Oui, vous pouvez le retrouver tout à fait, notamment avec un article sur les lois de finances et puis donc les deux reportages sur les machines Hitachi et Komatsu dont on a parlé. Et donc on vous souhaite de très bonnes vacances à tous et puis on se retrouve en septembre pour de nouvelles actualités. Vous venez d'écouter Pêle-mêle, le podcast de la rédaction de Chantier de France. Retrouvez toute l'info de la filière matérielle dans le magazine, le site et sur LinkedIn.